Hello, bonjour à tous. Hello tout le monde. Bonjour. Bonjour, je vois que vous êtes là, 46 personnes connectées. Du coup, on va en profiter pour nous présenter. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, je vais me présenter. Donc, moi, je suis Tayeb, je suis CEO, cofondateur de Blend. Blend, on est spécialisé dans la formation pour les métiers de la data. Donc, on a un parcours data scientist et un parcours data engineer. L'objectif dans nos formations, c'est vraiment de donner des compétences qui vous permettent d'être opérationnel en entreprise, au-delà de toute la théorie qu'on peut avoir sur la data, et Dieu sait que la théorie, il y en a. Mais l'objectif, c'est vraiment d'avoir des choses concrètes, pratiques, qui vous permettent d'être opérationnel en entreprise. Alors aujourd'hui, on a vraiment la chance de recevoir deux stars de leur domaine qui en plus sont dynamiques, compétentes et très sympas. Donc je vais les laisser se présenter. Si on n'avait pas été sympa, on ne serait pas là, c'est ça? Ouais, c'est toujours un plus, c'est un plus, c'est toujours. Je vais laisser du coup, là, on va pas rester ensemble environ 1 heure, 1h15. On va d'abord vraiment dérouler, je vais poser des questions à nos intervenants pour vous donner vraiment une vision du marché, de la data et des métiers, différents métiers. Et ensuite, à la fin, on va consacrer une session questions-réponses où on va répondre à vos questions. Donc, vous avez l'onglet questions où vous pouvez poser toutes vos questions et on y répondra à la fin. Je laisse la parole au hasard, Christophe ou Anis, celui qui veut commencer pour se présenter. Bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Anis. Je suis senior data scientist chez Intermarché dans la Data Factory d'Intermarché. Avant ça, je travaillais chez Deloitte comme senior consultant. Et avant ça, je travaillais à San Francisco comme ingénieur de recherche en télécommunication spatiale. Ma spécialité, donc, c'est l'intelligence artificielle, c'est le machine learning. Certains connaissent peut-être ma chaîne YouTube. S'ils la connaissent pas, sur YouTube, c'est Defend Intelligence. Je parle aussi de vulgarisation sur l'intelligence artificielle, sur la tech, et je suis très très content, merci Taïeb pour l'invitation, de pouvoir discuter avec Christophe, data ingénieur, autour de toutes les problématiques qu'on a entre data scientist et data ingénieur. Moi aussi, je suis hyper content de pouvoir discuter avec toi, Anis, et avec Tayeb. Donc moi, je me présente, je m'appelle Christophe. Je suis data engineer. J'ai commencé à travailler dans ce domaine en 2014, donc ça fait 6 ans à peu près que je travaille professionnellement. J'ai travaillé sur pas mal de constructions de data lake dans différentes structures d'entreprise. J'ai fait une boîte de conseil, puis 2 structures un peu plus start-up. Et dernièrement, ma précédente expérience, c'était Captain, où j'étais le lead data engineer d'une équipe de 6 data engineers, où on a construit un super data lake à destination de tous les métiers chez Captain. Et récemment, je me suis lancé en indépendant pour aider les différentes structures autour des problématiques data, donc un peu définir la vision data en termes technologiques, mais aussi humains. Et voilà, et je suis hyper content de faire ce talk avec Anis pour discuter de différents sujets, de l'interaction entre les data engineers et les data scientists, mais aussi un peu tout ce qui tourne autour. Super, merci beaucoup les gars. En fait, l'objectif, c'est que je pense que des webinars et des talks avec un data scientist, il y en a pas mal. Des talks et des webinars avec un data engineer, il y en a pas mal, avec des ML engineers, peu importe. Mais là, vraiment, l'objectif, c'est vraiment de ramener les deux et vraiment sortir le meilleur pour avoir potentiellement des visions complémentaires, des visions contradictoires, ou vraiment sortir de ce qu'il y a de mieux de nos échanges. On va passer du coup aux questions. Moi, par quoi je voulais commencer, c'est que je voulais que vous preniez un petit peu de temps pour nous parler un peu peut-être des projets, 1 ou 2 projets sur lesquels vous avez travaillé, sur lesquels vous voulez échanger. Donc, pour voir un peu, pour présenter un peu quels sont les projets sur lesquels vous pouvez intervenir et potentiellement de quelle manière vous intervenez. Du coup, si je commence, donc moi en tant que data scientist, donc le but du jeu très rapidement, je vais vous donner un peu ma définition par quelques cas d'usage sur lesquels je travaille de data scientist, parce que je pense que c'est important à rappeler. On pense souvent que le data scientist c'est un peu un couteau suisse dans la data, alors que pas du tout. Le but du jeu, c'est vraiment de bien segmenter les parties. Le but du jeu, donc moi, c'est entre guillemets de tirer de la valeur de la donnée, donc d'un cas d'usage
d'un cas d'usage. Par exemple, un des cas d'usage sur lesquels je travaille et que j'ai travaillé depuis pas mal de temps, ça peut être par exemple des modèles de recommandation. On sait que les modèles de recommandation, par exemple, des géants de la tech comme Google, par exemple, comme YouTube, etc., ben, c'est ce qui amène du trafic. Et en fait, ça intéresse beaucoup d'entreprises. Donc moi, actuellement, je travaille beaucoup sur les modèles de recommandation. Alors, j'ai pris un petit parti pris depuis quelques mois. Je travaille plus qu'uniquement, je fais que plus de la montée de compétences que sur du deep learning. Alors, on pourra en discuter pourquoi. Est-ce que j'ai peur de l'auto-ML? Est-ce que l'auto-ML va voler mon travail? Je pense pas. Mais voilà, je fais que du deep learning sur tous les cas d'usage que je fais. Et ça, par exemple, c'est typiquement qu'est-ce que je vais recommander à un client pour le faire gagner plus, pour le faire acheter plus. Effectivement, ça, c'est les cas d'usage sur lesquels je travaille actuellement. Mais je travaille vraiment sur la partie algorithmique, quoi. C'est-à-dire que je travaille avec le métier pour comprendre eux ce qu'ils veulent, mais c'est pas au métier de me dire bah, tu vas lui recommander en moyenne le produit qu'il achète le plus. Tu vois. Donc ça, c'est aussi un des gros travaux qu'on a, c'est d'expliquer au métier ce qu'on fait. Et il faut m'arrêter et n'hésitez pas à me couper. Ouais. Je peux parler. Et petite question, dans ton process, tu fais beaucoup après d'optimisation sur tes algos? Enfin, ça prend une grosse partie de ton temps ou pas? Alors, par optimisation, je pense que c'est la partie que tu appelles de l'évaluation, à savoir si on va envoyer en run ou à savoir si on refait un cycle itératif pour améliorer. Donc, oui. En fait, ouais, c'est ça, mais plus précisément, en fait, ce que je me demandais, c'est ton algo de recommandation, au bout d'un moment, tu vas le passer en prod. Et il va produire des résultats, sauf que bah, à un moment il va falloir tu vas te dire il y a une perf, mais tu veux augmenter sa perf. Et donc c'est là où je parle un peu d'optimisation, c'est est-ce que après tu passes beaucoup de temps à faire évoluer tes modèles pour essayer de gagner tu vois, 1 point, 2 points, je sais pas quel est le chiffre, tu vois. Donc tu veux attaquer le gros du problème maintenant de l'intelligence artificielle? Non, mais je me demande combien de temps ça prend, tu vois, dans... Bah, en fait, c'est le run, c'est-à-dire c'est la maintenance, run. c'est la maintenance des modèles. Et en fait, quand tu vas détecter par des méthodes d'évaluation qu'en fait ton modèle, bah, en fait, il prédit des trucs pourris, typiquement pendant le Covid, tu peux imaginer qu'au début du Covid, tous les modèles de recommandation étaient à jeter à la poubelle, tu vois. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut le mettre en pause? Est-ce qu'il faut le réentraîner? Etc., etc. Donc ça, en fait, ça, c'est des vraies questions qu'on se pose et c'est pour ça que c'est important d'intégrer une logique. Donc, il y a plein de logiques Data Ops, ML Ops, AI Ops, j'ai vu il n'y a pas longtemps. Donc, mais ça, c'est effectivement des questions qu'on se pose dès la conception du produit. Parce qu'en fait, et ça, c'est un très bon point que tu soulèves, on a souvent tendance à penser data scientist ou même dans les formations que je vois que c'est du Kaggle, quoi. C'est-à-dire que tu as un notebook, tu as un dataset, voilà, j'ai réussi à avoir une bonne métrique et ça y est, le boulot est terminé. Non, c'est pas ça. Il faut intégrer le modèle dans un système d'information, etc. Et en fait, c'est à partir de ça que l'optimisation, le run, il va venir s'orchestrer, sachant, et dernier point, j'arrête de parler, promis, sachant que ce qui est hyper important, c'est de travailler avec ta DSI, avec ton système d'information, pour bien pouvoir avoir des responsables d'application au niveau DSI qui, quand ils ont besoin d'un update par rapport aux métriques que tu as définies, viennent toquer à ta porte et disent bah, peut-être il faudrait refaire un run d'optimisation, quoi. Ouais. Complètement. D'ailleurs, il y a 2-3 semaines, maintenant, on a invité un manager data de OnePoint et il nous expliquait concrètement vraiment cette différence entre, voilà, je vais vraiment avoir des algorithmes très puissants, très performants, mais à un moment donné, il y a une réalité opérationnelle de mise en production, de travail avec les environnements de dev, de test, et comment ce passage vraiment du dev au run peut vraiment déjà altérer des modèles. Il y a vraiment tous les processus à mettre en place, des approches de MLOps, DevOps, etc. C'était Samy? C'était Samy, exactement. Okay. Exactement. Et du coup, on a expliqué, pour ceux qui se posent la question, ce que c'est MLOps, DevOps, etc., n'hésitez pas à aller voir ce live-là, où on présentait un peu avec des slides et tout ce que ça veut dire. Ok. Peut-être que du coup, je peux prendre le relais. Moi, de mon côté, en tant que data engineer, alors déjà, si je peux définir ma vision du data engineer et ce que c'est un data engineer, pour moi, un data engineer, c'est tout simplement un développeur qui travaille dans le domaine de la data. Donc, c'est une personne qui a un background en software engineering, qui est capable de mettre en place des systèmes de traitement de données, d'exposition de données, parce qu'en fait, c'est bien de traiter la donnée, mais il faut aussi l'exposer à des parties. Et ces parties-là, ça peut être les data scientists, mais ça peut aussi être le produit, ça peut aussi être le métier.
Donc, c'est un peu tous les métiers qui tournent autour ou qui sont dans la plateforme de données. Et donc, un data engineer, au sens global, sa mission principale, ça va être de maintenir la plateforme de données et de mettre en place les flux de données pour que les flux arrivent dans la plateforme et soient exposés à l'extérieur. Donc voilà, et donc moi dans mon passé, en termes de mission, ce sur quoi j'ai principalement travaillé, c'est mettre en place ces plateformes, donc parfois depuis zéro. C'est le terme un peu magique qui s'appelle data lake. Bon, il y a plein de définitions de data lake. Data lake, pour certains, c'est juste un système de stockage dans lequel on met des fichiers plats. Pour d'autres, nous, par exemple, chez Captain, ce qu'on avait appelé le data lake, globalement, c'était toute la plateforme de données. Bon, quand on disait le data lake, c'était la base de données, le système de stockage froid, et ainsi de suite. C'était un peu tout, parce que c'est le choix qu'on avait fait en termes de vocabulaire. Et donc voilà, le data engineer, son travail, c'est de mettre en place cette plateforme de données. Et après, le data engineer peut être spécialisé. Donc il y a des data engineers qui s'occupent un peu plus de l'infra. Si on s'inspire aux États-Unis, il y a beaucoup de data engineers qui sont des data infrastructure engineers qui vont être chargés de maintenir la plateforme cloud ou de maintenir la base de données ou de maintenir un cluster Kafka, enfin peu importe, mais qui vont être plus sur la partie infra. Et après, il y a des data engineers un peu plus applicatifs. Et après, il y a aussi la question, ça, on peut en parler après avec Anis, mais le métier de ML engineer qui est un peu entre les deux, qui est un data scientist évolué, qui est plus sur la partie pipelining et qui a plus de compétences software. Voilà, les métiers se croisent et se spécialisent aussi. Voilà pour ce que je fais et ce que j'ai fait. Et donc, les plateformes, après, il faut les faire évoluer, il faut les maintenir, il faut que les données arrivent tous les jours à 8 heures ou si elles sont en temps réel, il faut qu'elles arrivent tout le temps. Et donc, il y a la sécurisation de tous ces flux-là à mettre en place, quoi. Super intéressant ce que tu dis. J'avais pas trop cette notion, effectivement, de rapprocher le data ingénieur avec des travaux de maintenance d'infrastructure. Pour être honnête, j'ai jamais vu ça. Donc, c'est la première fois que j'entends ça, mais c'est super intéressant. Mais d'un point de vue, aussi, en même temps, c'est peut-être logique. Donc, par exemple, si tu prends chez Spotify ou pour exemple, mais il y a plein d'autres entreprises comme ça. Chez Spotify, il y a l'équipe Data Engineering, c'est plusieurs équipes. Il y a une équipe qui s'appelle Data Infrastructure, où dedans, ils recrutent des Data Engineers, mais en fait, c'est des Data Engineers qui sont spécifiques juste pour l'infra. Et donc, eux, potentiellement, ils vont aller faire soit du travail un peu DevOps ou DataOps, soit même du Data Engineering, mais spécifique infra, dans le sens où, quand tu as une grosse plateforme, bah, tu as des logs à gérer, mais ces logs, ils sont tellement gros qu'en fait, tu dois utiliser des méthodes de Data Engineering pour les manipuler et les traiter. Et donc, en fait, voilà, c'est une équipe data infra. Et après, tu structures tout autour de ça, quoi. C'est comme si tu avais une équipe tech, mais pour la data, quoi. Tu as ta propre infra. Ouais. Juste rapidement, peut-être pour ceux qui ne sont pas dans les data parmi les participants, qu'est-ce que tu veux dire exactement par data engineering? C'est un mot, tu vois, on prend beaucoup de choses. Data engineering, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Et, ouais. C'est un peu ce que je disais. Hein, c'est... Pour une entreprise, pour moi, le data engineering, c'est toute la partie software dédiée à la data, qui n'est pas produit. Donc, c'est en fait, une entreprise, elle a un produit. À un moment, elle va vouloir faire du reporting pour commencer. Avant de faire du machine learning, elle va vouloir faire du reporting parce que c'est quand même une brique, je pense, qu'on doit faire précédemment au machine learning. Et pour mettre en place ce reporting, elle va avoir besoin de construire une infrastructure data. Aujourd'hui, les data engineers, c'est ceux qui ont la boîte à outils, et le data engineering, c'est le métier pour répondre en fait à ce besoin de créer une interface, une plateforme data pour répondre au reporting, et donc après à l'analyse, et donc après au machine learning. Parce qu'en fait, ça va crescendo. Tu commences par surveiller, ensuite après tu analyses, et après tu prédis, si tu vas dans l'échelle. Et avant de prédire, tu peux tirer de l'information sans faire de prédiction. Ça, c'est important. Avant de prédire, tu peux tirer de l'information en faisant de l'analyse. Oui, statistique. Ouais, ça, c'est super important parce que la plupart du temps, quand tu parles data à des gens, ils pensent directement à l'intelligence artificielle, tu vois. Alors que non, tu vois, moi, c'est toujours ce que je dis. Tu peux tirer de l'information, de la donnée sans faire de machine learning, quoi. Et ça, je pense que c'est hyper important à dire. Et je pense que ça, tu vois, je pense que ça a beaucoup porté préjudice aux data scientists parce qu'en fait, il y a quelques années, tu disais data scientist, t'attendais que ce soit le mec qui va tout faire, tu vois. Il prend de la donnée, il en fait tout ce que tu veux, c'est le magicien. Alors que non, en fait, le boulot d'un data scientist, c'est vraiment de faire du machine learning. Tu vois, c'est pas d'aller, je sais pas, moi, mais c'est à chaque fois ce que je dis en plus. Moi, je pourrais pas être data analyst. Tu
Tu vois, moi, Et en fait, il y a quelque chose qu'on a oublié qui est passé un peu à la trappe quand on a fait le switch avec la data science, c'est que avant que les data scientists et le métier de data scientist soit hype et arrive sur le marché, il y avait un métier de data miner ou de statisticien qui était quelque chose qui existait depuis très très longtemps et qui faisait ces analyses-là. Et en fait, quand la data science est arrivée, on a un peu oublié et on a perdu. Enfin, on n'a pas perdu parce que ces métiers existent toujours. Les écoles sont le circuit d'apprentissage est bien formé, mais ces métiers disparaissent un peu sur le devant de la scène, quoi. Alors, moi, je fais partie de l'école qui refuse de dire que de machine learning, c'est de la statistique. Parce qu'on n'est pas. Non, mais je pense que c'est différent. Enfin, je pense que c'est différent. Ouais, c'est différent, mais en tout cas, moi, ce que je suis persuadé, et c'est là où tu as raison, c'est qu'effectivement, il y avait des bureaux d'études avant de faire du machine learning, tu vois. Oui, Mais clairement. ces bureaux d'études, en fait, ils tiraient de l'information de la donnée, ils analysaient avec une petite expertise métier et ils arrivaient à prédire des choses, tu vois, ou sinon ils allaient globalement regarder si la moyenne, l'écart à la moyenne d'année en année. Mais ça, ouais, c'est super intéressant. Mais moi, de toute façon, ce que je dis à chaque fois, les algos de machine learning, tu vois, je crois le premier algo de machine learning, du Bayésien, tu vois, je crois que c'est dans les 19e siècle, tu vois. Oui, oui. Ça, Mais même, par exemple, si on prend la météo, on l'a prédit depuis des années et on n'a pas entendu le deep learning pour faire des prédictions météo. Enfin, ou peu importe, les cours de la bourse ou n'importe quoi. Et tout ça, il y avait des techniques qu'on utilisait avant. Ouais, bon, peu importe. Et ces métiers-là Après, existaient, quoi. c'est sûr que les techniques, en tout cas les techniques de statistique ou de mathématiques ou de modélisation, elles sont là depuis des siècles. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi, Anis. Après, aujourd'hui, là où la grande nouveauté, depuis maintenant peut-être les années, voilà, à partir de 2010, même un petit peu avant, c'est qu'avec toute la puissance de calcul, l'accès à cette puissance de exactement. calcul, on peut l'exploiter au maximum pour faire des choses incroyables sur tous les secteurs. Moi, pour te donner un exemple, moi, je me suis pris la tête avec un prof de quelle université? D'université de Versailles, je crois. Un prof qui me dit, moi, je fais de l'intelligence artificielle depuis les années 60, tu vois. Je lui ai dit non, enfin, toi, tu faisais tourner ton random forest, t'attendais 3 mois qu'il tourne, tu vois, et après tu revenais. Là, aujourd'hui, le random forest, il tourne pendant 5 secondes, et après, on analyse les résultats et on itère, tu vois. Ça n'a rien à voir dans la manière de faire, dans l'approche, etc. Ça n'a strictement rien à voir. Alors oui, peut-être que les algos sont similaires, mais en tout cas, la quantité de données est strictement n'a rien à voir, l'approche n'a strictement rien à voir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, et c'est pour ça que c'est hype, tu vois. Moi, je fais partie des gens qui veulent pas trop donner de hype à l'IA, essayer de vraiment de raccourcir tout le bullshit autour de l'intelligence artificielle. Mais en tout cas, ce qu'il faut dire, c'est que d'après le Gartner, tu vois, les entreprises qui mettent de l'IA, ils gagnent entre 4 et 14% de croissance, tu vois. Et ça, c'est non négligeable à dire. Tu vois, encore tout à l'heure, je lisais un truc de McKinsey, la Digital, ils ont sorti leur IA 2020, tu vois, leur analyse de l'IA 2020. Et pareil aussi, il y a des trucs extrêmement intéressants. Mais bon, après, il faut quand même calmer le jeu dans le sens où moi, par exemple, je reçois sur LinkedIn beaucoup de messages d'étudiants qui me disent, ouais, j'arrive pas à trouver du boulot. Pourtant, on m'a promis. Tu vois, on m'a promis que la data science, je sortirais, je serais recherché, etc. J'arrive pas à trouver du boulot. Et moi, ce que je leur dis, c'est que ouais, mais entre 2019 et 2020, sur Indeed, en juillet, il y a eu moins 45% de postes de data scientist. Moins 45%. Tu vois. Et ça, on peut l'expliquer de plein de trucs. On peut l'expliquer que les data scientists, ça coûte cher. Donc, il y a des budgets innovation qui ont été coupés, donc, etc., etc. Mais en fait, je pense que vers où on va vers ce que tu disais, vers une hyper spécialisation des jobs. Tu vois, aujourd'hui, on va plus vouloir recruter un data scientist pour faire de la magie avec la donnée. On va vouloir recruter quelqu'un, un data scientist, pour potentiellement travailler sur un petit prisme d'un certain type de cas d'usage. Tu vois. Et ça, c'est hyper important à dire. En fait, il y a ça. Mais en fait, là-dessus, pour savoir, que ce soit sur la partie data science ou data engineering, pour savoir comment les métiers vont évoluer, le marché va évoluer, en France notamment ou en Europe, en fait, moi, je pense qu'il faut regarder dans la Silicon Valley ou aux États-Unis parce que depuis longtemps, sur le domaine du big data, je dis entre guillemets parce que c'est un grand domaine, sur le domaine du big data, ils sont en avance de quelques années. Et les postes sont théorisés et créés en premier là-bas avant que la vague arrive chez nous, en fait. Parce que c'est factuel, que ce soit aux États-Unis ou en Chine, organiquement, ils ont plus de données que nous en France, par exemple. En France, on est 60 millions de personnes, donc on génère moins de données qu'aux États-Unis où ils sont 300 millions, ou en Chine où ils sont 1 milliard, plus qu'1 milliard même. Et donc, naturellement, les métiers data et les métiers big data
vont être créés dans ces pays-là plus qu'en France, parce qu'en fait, chez nous, il y a plein de problèmes que depuis longtemps, on peut résoudre avec des techniques classiques de dev sans avoir besoin à des technos big data, donc distribués, pour répondre à ces problèmes-là, en fait. Et du coup, le marché est moins mature chez nous sur ce point-là, parce qu'en fait, on a moins de données et c'est juste normal qu'on ait moins de données, parce qu'on est moins de personnes, on génère moins de données. Enfin, je pense que c'est même pas moins de personnes. On a aussi beaucoup moins de grosses entreprises Oui, aussi. type Google, Facebook. Clairement, on a ouais. pas d'équivalent en France, quoi. On dit ça, mais on a quand même. Si on prend juste la France, hein, on a dans l'énergie, donc on va dire électricité, on a une des plus grosses entreprises au monde. Dans le transport, on a les plus grandes entreprises au monde. Et ces entreprises-là génèrent de la donnée. C'est pas de la donnée, on va dire, de population, dans le sens où c'est pas les utilisateurs qui interagissent directement, mais c'est des systèmes qui génèrent de la donnée et qui peuvent en générer des volumes immenses. C'est juste que quand tu fournis l'électricité à 60 millions de personnes, tu génères moins d'énergie moins de données qu'à 300 millions ou à 1,7 milliard, quoi. Ouais, mais tu vois, là, je pense qu'on est tellement arrivé au niveau mondial de la génération de données qu'on a tous un seuil où on se dit on a tous du big data. Je pense que cet argument aujourd'hui, il est plus trop existant parce qu'aujourd'hui, on a tous atteint un seuil globalement de big data. Tu vois. Rien que quand je regarde, moi, dans les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, dans l'entreprise dans laquelle je travaille aujourd'hui, tu vois, genre, ça se compte en milliards, tu vois. Oui, mais il y a toujours des gens qui travaillent sur Excel et avec qui Excel en France, ça leur suffit. Ça, c'est le problème. Et il y a toujours des gens aussi, je te rassure, et hashtag la plupart du temps la DSI, où il y a des grosses entreprises en France qui n'arrivent pas à scaler parce que tu as la DSI qui dit mais on a toujours fait ça depuis les années 70 en fait. Ouais. Pourquoi on va changer? Ça a toujours marché. Ouais, mais c'est pas les mêmes cas d'application. Tu vois, enfin, ça c'est rock'n'roll. C'est intéressant. Là, on est en train de vraiment donner une vision un peu des niveaux de maturité du marché, en tout cas en France. Vous, peut-être qui avez des profils, en tout cas des clients ou des interlocuteurs plutôt différents, quelle est votre vision du marché là-dessus? Où est-ce qu'on en est? Est-ce que c'est très hétérogène? Est-ce qu'il y en a qui sont vraiment devant, d'autres derrière? Il y en a qui sont en recherche? Comment vous voyez les choses? Je pense que vous pouvez avoir des avis vraiment hyper intéressants là-dessus. Vas-y, Christophe. Moi, j'ai plutôt été en contact et j'ai beaucoup discuté plutôt avec des startups ou des structures qui sont, à la différence de toi, Nice, tu vois, c'est une plus grosse structure avec beaucoup plus de passifs. Moi, j'ai plus évolué dans le domaine startup. Et en fait, dans le domaine startup, il y a de la génération de données, mais les volumes. Donc, il y a des startups qui génèrent énormément de données. Si on prend Criteo, par exemple, en France, ça va générer des volumes de données immenses et on voit qu'ils sont hyper matures. Ils ont contribué à beaucoup de techno open source, ils ont sorti beaucoup de choses. Ils ont énormément de data engineers, ils ont hyper structuré leur plateforme data. Mais après, si on prend des startups qui réussissent et qui aujourd'hui sont sur le devant de la scène en France, si on prend Blablacar, Alan et ainsi de suite, le volume de données est gros. Je ne peux pas quantifier parce que je n'ai pas été à l'intérieur et je ne sais pas, le volume de données est gros, mais on peut encore s'en sortir avec des techniques standards. Par exemple, si on prend Alan, c'est de l'assureur. Ça ne va pas générer des volumes immenses de données. De fait du métier, en fait. Du fait du métier. Et donc, en fait, les équipes data sont, je pense, pas immenses. Si on prend, par exemple, Spotify, les équipes data, c'est des centaines de personnes. Par exemple, si je prends mon cas personnel, quand j'étais chez Captain, on était une équipe data de 20 personnes. Si on comparait avec Uber, tout simplement, pour un poste chez nous, chez Captain, il y en avait 50 qui faisaient la même chose chez Uber. Ou 20, enfin, je sais pas, mais bon, l'ordre de grandeur, c'était ça. Et juste, on est juste plus petit, et du coup, on doit plus se débrouiller, et c'est ça, et on doit être plus inventif, parce qu'on a moins de moyens humains pour essayer de concurrencer des grosses entreprises. Bon, je sais pas si j'ai répondu à la question, mais j'ai dit d'autres trucs. Je pense que là, Taïeb, il te demande effectivement, tu me dis Taïeb si je dis des bêtises, mais aujourd'hui, pour toi, l'état du marché, c'est quoi? Je pense que le problème, c'est que je pense qu'il y a encore plein de boîtes en France qui n'ont pas de plateforme de données qui fonctionne. Et donc, en fait, l'état du marché n'est pas encore stabilisé parce qu'en fait, il y en a qui ont des data lakes, mais il y en a qui n'ont pas encore de data lake. Je vois pas mal de gens qui sont encore en train de construire leur data lake, qui sont en train de construire leur plateforme de données. Et tant que leur plateforme de données n'est pas construite, ils ne peuvent pas avoir des use cases, des standards et des choses bien définies autour, quoi.
Et donc, je pense que c'est pas encore mature en France. Enfin, on n'est pas encore arrivé au bout parce que tout le monde n'est pas équipé d'une plateforme de données satisfaisante ou qui satisfait les entreprises. Ouais, mais du coup, il y a du travail. Ah oui, il y a du travail. Alors, clairement, il y a du travail. Clairement, il y a du travail. Et encore, une fois que tu as un data lake, moi j'ai déjà assisté chez un client aussi, ils avaient un data lake, mais ils l'utilisaient de manière comme si c'était un tableau Excel où ils allaient choper des petites requêtes là-dessus. Ils Oui. utilisaient en fait parce qu'il n'y avait pas forcément de data engineer, il n'y avait pas une grosse culture data. Ah, Ah. Tayeb, il est parti. Mais je crois qu'il était en train de dire qu'il n'y avait pas une grosse culture data. Moi, pour rebondir sur ce que disait Tayeb, effectivement, je pense, dans tous les cas, ça sert à rien de faire de la data science, tu vois, si on n'a pas un socle solide de data engineering, tu vois. Ah, il est revenu. Bah vas-y, alors, Ouais, je te laisse finir et je continue sur ce que j'étais en train de dire. Ça marche. Je ne sais pas ce qu'est la connexion, ça m'a lâché. Donc je disais, du coup, vu qu'il n'y a pas une culture data, même s'il y a eu un gros investissement d'un gros cabinet de conseil, où on a mis en place un data lake, on a investi X millions et qu'on a vendu le projet comme le big data à l'avenir, à un moment donné, l'utilisation, elle doit être aussi répondre à des critères, à des bonnes pratiques pour pouvoir exploiter ce data lake-là. Donc, moi, ce que je vois, c'est qu'OK, data lake, c'est peut-être la première étape pour commencer, mais il faut qu'il y ait vraiment une vraie culture data là-dessus pour pouvoir bien l'utiliser derrière. Bah, Oui. je suis tout à fait d'accord. C'était exactement ce que j'étais en train de dire. C'est-à-dire qu'il faut effectivement, avant de faire de la data science, tu vois, avoir. Moi, je fonctionne par colonne, tu vois. C'est-à-dire qu'il te faut que tu aies ta première colonne de data engineering, slash data management, data gouvernance, ce qu'on veut, tu vois. Après, tu peux essayer d'aller tirer de l'information en faisant de l'analyse de données, en tirant de l'information, en faisant des dashboards, etc. Et le machine learning, c'est le dernier kilomètre, tu vois. C'est une fois que tu as un problème, tu connais ta donnée avec la deuxième colonne. Une fois qu'elle est bien gouvernée, tu sais où elle est, tu peux aller chercher du machine learning. Et pour répondre à ta toute première question, le marché actuel de la donnée pour moi, alors je vais dire le marché en France, je vais parler uniquement du marché français, vu qu'on est tous un peu fermés actuellement à cause du Covid et c'est très compliqué d'aller travailler dans d'autres pays. Alors moi, j'ai constaté deux trucs. J'ai constaté, déjà le premier truc, c'est qu'il y a des entreprises qui proposent des contrats uniquement en freelancing. Tu vois. Donc c'est assez impressionnant. Moi, il n'y a pas longtemps, je crois, le mois dernier, on m'a proposé, tu vois, lead data science en full remote pendant 10 mois, tu vois, pour une boîte au UK. Alors qu'avant le Covid, ça aurait été impossible, tu vois. Bon, bien sûr, ça me plaît pas, le UK, j'aime pas, mais parce que j'aime pas. Mais tu vois, en fait, il y a 10 mois, ça aurait été impossible. Donc cet exemple, c'est juste pour dire que le marché actuellement, enfin, il est très très spécial, tu vois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et moi c'est ce que je dis, des data scientists qui savent faire point fit, point predict, t'en as à tous les coins de rue, tu vois. T'as des data scientists qui savent runner des notebooks pour aller invoquer un truc de scikit-learn ou de TensorFlow, ok, tu vois. Mais le truc, c'est qu'on cherche des. Alors, il y a du boulot en data science, mais il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui se vendent comme data scientists. Et ça, je pense, c'est parce que la profession, entre guillemets, n'est pas réglementée, tu vois. C'est pour ça que je fais partie des gens qui veulent qu'on arrête d'utiliser le terme data scientist et aller vraiment vers des trucs très spécifiques, NLP ingénieur, deep learning ingénieur, etc. Et c'est ce qu'on constate d'ailleurs aux US. Mais globalement, le marché de la data, je pense qu'il y a de la recherche pour les gens de plus en plus. De toute façon, on le sait, l'intelligence artificielle, jusqu'en 2030, ça va nous taper dans les entreprises, ça va apporter de la valeur, etc. Donc ça, on le sait, il n'y a pas de souci sur ça. Mais par contre, on cherche, je pense, des profils compétents et très compétents. Tu vois, et c'est-à-dire qu'on va pas juste attendre qu'une personne me dise j'ai fait le Kaggle du Titanic, tu vois. Non, montre-moi que tu t'intéresses vraiment. Tu me dis que tu es passionné par la donnée. Montre-moi un projet que tu as fait. Tu vois, genre, en fait, tu as tellement de trucs à faire avec l'intelligence artificielle que je trouve ça trop dommage de pas. Genre, moi, il y a pas longtemps, pour une vidéo YouTube, je voulais faire un cas d'usage, tu vois. Et je me suis mis à ma fenêtre et je me suis dit, OK, qu'est-ce que je pourrais faire comme cas d'usage pour ma vidéo, tu vois. Et en fait, j'ai vu des voitures qui passaient et je me suis dit, OK, ben, je vais mettre ma caméra, je vais analyser les couleurs de voitures en fonction de la journée et je vais regarder s'il y a une répartition de la couleur des voitures, par exemple, aux heures de départ des cadres, des ouvriers, des trucs comme ça, tu vois. Et tu vois, mais c'est tout bête, mais en fait, ce qu'il faut dire, c'est que en très bref, il y a du travail pour les data scientists, mais je pense qu'il faut vraiment monter en compétence très très fort sur le travail et pouvoir bien se vendre. Et surtout, dernier point, c'est avoir des data scientists, ce qu'on appelle un peu des profils purple, quoi, bleu et rouge, c'est-à-dire tech, mais avec une connaissance et un savoir parler business. Tu vois, parce qu'en fait, on ne vient pas faire de la donnée pour de la donnée en entreprise. Data scientist, ça coûte cher. Une data factory, ça coûte cher. On veut tirer de la valeur. Tu vois. On veut un ROI, on veut quelque chose. Et pour ça, en fait, il faut des data scientists que quand tu leur parles business, quand tu leur parles métier, ben, ils soient capables de comprendre. Tu vois. Et ça, c'est hyper important.
Et Et ça, il y a beaucoup de data scientists, excuse-moi, il y a beaucoup de data scientists qui font des modèles, etc., mais qui sont impossibles de les expliquer. Quand tu leur dis, ben, tu peux présenter ce que tu as fait, ils te sortent le notebook, tu vois. Enfin, non. Je vais rebondir rapidement sur ce qu'a dit Anis, parce que là, c'est un peu notre raison d'être, nous, chez Blend, vraiment là-dessus. C'est que là, en gros, les formations de data scientist aujourd'hui, c'est quoi? C'est des bootcamps de 3 mois, en tout cas, je parle des bootcamps, où ils font 2 mois de théorie, et à la fin, ils font un portefeuille de projets, où ils font 5 ou 6 projets en 4 semaines. Nous, ce qu'on dit là-dessus, c'est que ces 6 projets, ils n'ont aucune réalité opérationnelle en entreprise. C'est comme Daniel a dit, c'est pas parce que tu fais un field predict que tu es un data scientist, en fait. Il y a beaucoup plus d'éléments à prendre en considération, notamment la partie business. C'est pour ça que nous, dès le premier jour, quand on a lancé nos formations, on s'est dit déjà, une formation de 3 mois, c'est un use case, c'est pas 1000, parce que c'est déjà énorme de faire un use case en 3 mois. Première chose. Et deuxièmement, à la fin du use case, il faut vraiment faire un pitch pour montrer un peu ce qu'on est en train de faire et surtout parler business à l'interlocuteur. Ok, c'est très sympa ce que tu me dis sur ton back-office, sur ton code, sur ton. Tu es en train de faire, mais en gros, si je suis ton client, ton manager, ce que tu veux, qu'est-ce que tu m'apportes comme information? Après, on peut discuter derrière de comment on le fait, les modalités, les tests, etc. Mais l'objectif, c'est apporter de l'information à son interlocuteur. Donc, soit business, métier, opérationnel. Et ça, c'est hyper important pour un data scientist. Et ça, il y a un peu une vision du marché où, en gros, un data analyst, il parle business, data scientist, il parle code ou algo. C'est pas vraiment ça le sujet en entreprise. En fait, je pense qu'il y a aussi un truc, c'est une remarque générale, là, ce que je vais faire, c'est on a des formations qui forment à être data scientist, mais il y en a qui commencent à former à être data engineer, notamment Blend, mais on va dire plutôt sur le parcours scolaire, sur le parcours universitaire, data scientist, ça commence à rentrer dans les circuits depuis un certain temps, data engineer moins. Le problème, c'est que quand on sort de l'école, on ne sait rien faire. Enfin, on a vu théoriquement des choses, mais on sait peu faire de choses en pratique. Et ça, en fait, ok, c'est valable pour data scientist, mais en fait, c'est valable pour tous les métiers du développement informatique, parce qu'en fait, quand on sort d'école, on sait rien faire parce qu'on n'a pas d'expérience. Et en fait, je pense que c'est même valable à tous les métiers globalement. L'école, c'est quelque chose qui permet d'ouvrir l'esprit et de voir des concepts. Mais ce qui fait beaucoup plus foi après, c'est nos premières expériences, notre motivation. Est-ce qu'on a des projets perso à côté, comme le dit Anis? Donc, comme projet perso, quand tu fais de la data science, c'est, je sais pas, tu inventes des choses. C'est à toi d'inventer et de prouver que tu sais faire des choses. Quand tu es développeur, c'est tu développes des sites web et tu montres que tu es capable de développer des sites web. Quand tu es data engineer, c'est un peu plus compliqué, on va pas se mentir, parce que accéder personnellement à avoir une plateforme cloud et un data lake, c'est un peu plus compliqué. Mais tu peux faire des pipelines pour aller scraper des sites et montrer que tu sais faire ce genre de choses. Encore une fois, c'est qu'une preuve de motivation qu'a un candidat ou un junior, et c'est de l'inventivité, c'est de la curiosité, de l'inventivité. Mais ça, c'est hyper général pour moi. C'est quand tu sors d'école, tu sais rien faire et tu apprends au fur et à mesure avec tes expériences et c'est à toi de montrer que tu sais faire des choses, quoi. Ouais, c'est ça. En école d'ingénieur, enfin en école d'ingénieur, à la fac, n'importe où. De toute façon, globalement, c'est ça. Quand tu arrives sur le marché du travail, tu apprends à apprendre, surtout dans nos domaines. C'est-à-dire le domaine de la data, engineering, data science, data analyse, etc. Moi, franchement, honnêtement, j'apprends, je pense, toutes les semaines des nouvelles choses, tellement il y a de nouvelles choses qui sortent. Tu vois. Et moi, je trouve ça incroyable qu'on puisse évoluer dans un domaine qui est tellement mouvant, tellement inspirant, tu vois, que tu peux constamment apprendre. Et franchement, honnêtement, moi, j'adore ça et c'est pour ça que j'adore mon job. Tu vois, tu peux te dire que ce que tu as développé il y a 6 mois, et ben, en fait, aujourd'hui, c'est nul par rapport à ce qu'il faut faire. Tu vois. Mais ça, quand tu dis ça, les systèmes d'information, les personnes qui te payent n'aiment pas beaucoup ça, tu vois. et c'est effectivement ce que tu disais, Taïeb. C'est le sens d'avoir une culture data, comprendre qu'on est sur des projets un peu roulants, quoi, tu vois. Ouais. Complètement. Du coup, peut-être pour les personnes qui ne sont pas encore data scientists ou data engineers, là on dit que c'est très mouvant, etc. On a déjà commencé à avoir quelques éléments de réponse à Canis, où il faut faire des projets et tout. Mais quel conseil vous donneriez à des personnes, voilà, soit je suis déjà un peu dans la data, mais je ne suis pas encore data scientist, data analyst, soit je veux m'y mettre, soit je suis étudiant. Qu'est-ce que je fais? Quels sont les outils sur lesquels je pourrais, voilà, je peux bien me faire valoriser en entreprise, trouver un job? En fait, c'est un peu ce que je disais juste avant, hein.
pour valoriser ton profil quand tu es junior et que tu n'as pas d'expérience, parce qu'en fait, honnêtement, quand tu commences à avoir de l'expérience, quand ça fait 5 ans que tu travailles, ta valorisation, bah, c'est les 5 années que tu as fait précédemment, c'est les recommandations et c'est les personnes de ton réseau. Et c'est beaucoup plus facile. Enfin, globalement, c'est ce que tu as vécu, c'est ça que tu vas montrer. En revanche, quand tu n'as rien sur ton CV et que tu sors d'école, pour valoriser ton profil, il y a les projets que tu as fait pendant que tu étais à l'école, comment tu les as atteints, quel est le rendu, qu'est-ce que tu as fait, quel est le processus de réflexion. C'est ça aussi qui est important. En fait, moi, quand je recrute quelqu'un, il y a le résultat et est-ce que la personne elle est capable d'atteindre un résultat, mais il y a surtout le processus de réflexion. Parce qu'en fait, quand tu recrutes quelqu'un, tu vas bosser avec lui tous les jours et tu vas lui demander de réfléchir. Et c'est ça qui est important, c'est ça qu'il faut mettre en valeur, c'est comment tu réfléchis et comment tu arrives à des conclusions. Parce qu'en fait, avoir juste des réponses, potentiellement c'est facile parce qu'il y a Google, mais il faut aussi être capable de réfléchir, d'être curieux. Enfin, je pense qu'il faut mettre en avant en fait sa capacité de réflexion. Ouais, c'est pour ça que moi, en entretien, j'adore faire des market sizing. J'adore demander aux gens d'estimer le nombre de voitures jaunes en France. Je m'en fous combien il y a de voitures jaunes en France, tu vois, mais je veux juste savoir comment ils réfléchissent, tu vois. Et je pense qu'effectivement, ça, c'est ultra méga important, tu vois. Après, le truc, c'est qu'en data science, on demande pas mal aussi de savoir théorique. Ça, c'est important à dire. Bah, c'est sûr. En mathématiques, tu vois, typiquement, en algorithmique, tu vois, etc., etc. Et c'est pour ça que moi, je recommande toujours aux gens de put your hands dirty, exactement comme le recommande Google, tu vois. Quand tu vas apprendre un truc, et je supporte pas ce que j'appelle les data scientist newspapers, tu vois, les gens qui lisent des articles de vulgarisation et que ça y est, ils comprennent le supervisé, le non supervisé, ça y est, pom pom pet up, tu vois. Non, plus sérieusement, ce qu'il faut, c'est vraiment aller faire du code, quoi, comprendre à quel point, et c'est là où moi je love les data ingénieurs, comprendre à quel point c'est compliqué d'aller chercher de la donnée. Tu vois, quand tu as un métier qui te dit, ben, je vous envoie le tableau Excel, je sais pas moi, des ventes, tu vois, et qu'en fait, tu te retrouves pendant 2 jours à essayer de trouver où est l'Unicode qui est et, alors que toi, tu as un UTF-8 dans ton Pandas, tu vois, ben, en fait, cette fibre-là, au niveau de la donnée, tu vois, au niveau de la complexité, et ben ça, c'est que quand tu y vas, toi, tu te casses les dents et tu dis, ah, ok, c'est ça, tu vois. Et en fait, je pense qu'il faut effectivement faire des projets, il faut être curieux, il faut être passionné, et je pense que c'est ça qui fait la vraie différence en entretien, tu vois. Quand tu reçois des data scientists de salon qui sont là parce qu'ils ont senti le bon filon, on est bien payé, j'ai vu qu'on pouvait apprendre ça en 2 semaines, etc. Et les data scientists, bah, qui ont cet intérêt pour la donnée, tu vois. En fait, je pense que, enfin, pour résumer, hein, pour moi, je pense que c'est un métier tech. Data scientist, data engineer, c'est des métiers qui sont tech. Et pour être un bon développeur, enfin une personne tech, faut avoir des skills techniques. Donc en data science, ça va être la modélisation, les mathématiques, les statistiques, bon voilà. Mais aussi une partie débrouillardise, parce qu'en fait, quand tu es face à un problème de modélisation, bah, il faut que tu te débrouilles. Enfin, la réponse, elle n'existe pas sur Internet, hein, a priori, parce que c'est un nouveau problème. Quand tu es data engineer, c'est pareil. En fait, tu vas avoir besoin de skills tech qui vont être comment je fais un pipeline, un peu potentiellement, vu que tu es tout seul quand tu es data engineer, bah, une partie DevOps, parce qu'en fait, il faut que tu maintiennes ta propre plateforme. Il va falloir que tu codes, et donc après, coder, bah, c'est des skills tech. Mais il va falloir que tu sois débrouillard, parce qu'en fait, tu vas devoir mettre une archi en place, déplacer de la donnée de A à B, et d'une manière inventive pour le faire. Parce qu'en fait, ton système va être unique, et il va falloir que tu réfléchisses dessus. Donc en fait, un data scientist ou un data engineer, pour moi, il doit avoir le même processus de réflexion qu'un développeur quand il cherche un job, quoi. Tout à fait, ouais. Parce que c'est des métiers tech. Tout à fait. Mais après, tu vois, ça fait aussi partie, je pense, de notre métier que, effectivement, en plus du profil tech, de pouvoir bien rendre l'information. Tu vois. Et moi, en vrai, c'est pour ça aussi, je me suis amusé à démarrer ma chaîne YouTube au début, tu vois. Je me suis dit, bon, vas-y, je vais essayer d'expliquer des trucs que j'arrive pas à expliquer, bah, essayer de vulgariser, tu vois, vulgariser. Et en fait, cet exercice de vulgarisation, donc moi, je m'amuse à faire des vidéos sur YouTube, tu vois, mais en fait, je me rends compte qu'il me sert dans la vie de tous les jours. Parce qu'en fait, tu vas pas tenter d'expliquer ce que tu as fait, mais tu vas tenter d'expliquer ce que la personne a besoin de comprendre. Ouais. Tu vois.
Et elle n'a pas forcément besoin de comprendre tout le spectre de la donnée. Elle n'a pas forcément besoin de comprendre les sigmoïdes, les hidden layers dans du deep learning, etc. Mais elle a juste besoin de comprendre que globalement, c'est des méthodes non déterministes qui ne vont pas te donner tout le temps la même chose et qui vont réussir à résoudre ton problème. Et en fait, ça, je pense que c'est toute la subtilité et un peu la difficulté pour le coup dans les métiers de la data, c'est de pouvoir partir de choses très complexes, parce que c'est très complexe. Franchement, honnêtement, moi, quand je lis des articles de trucs en ce moment que j'implémente, tu vois, il faut prendre les rames quand même un peu et réussir à traduire ça comme compréhension métier pour qu'ils acceptent que tu tires de la valeur pour eux. Et ça, ça, on se rend pas compte, mais c'est énorme comme. En fait, ouais. Vas-y. Là-dessus, je suis complètement d'accord. Et pour moi, cette compétence-là, quand tu es junior, il faut que tu sentes que la personne ait cette fibre, mais tu peux pas demander cette compétence-là. Enfin, à fond. Parce qu'en fait, c'est quelque chose que, en fait, quand tu as une équipe de data scientists, c'est le senior qui va un peu aussi prendre ce rôle-là parce que c'est lui qui a le recul, qui sait comment présenter l'information, qui sait comment parler au métier. Et surtout, quand tu es junior et que tu n'es pas dans une entreprise, tu connais pas le métier. Enfin, peu importe, si c'est par exemple comme toi chez Intermarché, le métier est hyper spécifique. Quand tu es junior, tu peux pas comprendre toutes les spécificités du métier et tu peux pas aller parler au métier pour lui présenter l'information de la bonne manière. Et ça, c'est qu'avec l'expérience que tu l'acquiers. Et donc, c'est un skill. C'est une compétence que tu vas acquérir avec le temps. Ça, tu ne peux pas l'acquérir quand tu sors d'une formation ou d'école, c'est sûr. D'ailleurs, justement, c'est un gros sujet, les interactions avec les métiers. Moi, j'ai une question là-dessus, déjà à Nice et à Christophe, ou dans l'autre sens. Comment vous interagissez avec les métiers? Est-ce que vous avez des difficultés? Est-ce que, à Nice, je vois qu'il y a des efforts de vulgarisation et de transmission et de communication, mais au-delà de ce que tu fais maintenant, de manière générale, quel est ton ressenti par rapport à ces interactions-là avec les métiers? Compliqué, alors, c'est très compliqué. Ouais, c'est hyper compliqué. Alors, il y a deux interactions, nous, quand on travaille dans la data, qui sont un peu compliquées. C'est l'interaction avec la DSI historique, qui est là et qui, elle, fait des process et elle sait que ce qu'elle fait, ça marche depuis les années 80, tu vois. Et tu as les métiers que ce qu'ils font, ça marche aussi depuis les années 80, on n'a pas besoin de méthode, tu vois. Et donc, en fait, il faut que tu arrives à convaincre les deux en même temps. Parce que forcément, si un veut pas implémenter ta solution, veut pas mettre en run ta solution, et que tu peux vendre du rêve au métier, mais en fait le truc il va jamais marcher. Et si tu vends au métier une solution et que le métier veut pas, en fait tu gaspilles du gaz pour rien. Donc en fait, t'es obligé d'être schizophrène entre les deux, parce que d'un côté tu as la DSI qui veut que tu leur parles technique, ils veulent comprendre ce que tu fais, et de l'autre côté tu as le métier qui veut pas du tout que tu leur parles technique. Tu vois. Donc, en fait, t'es au milieu de ça, donc tu as un peu cette schizophrénie, et c'est pour ça que je disais qu'il faut être très bon techniquement et très bon d'un point de vue business aussi, parce qu'il faut exprimer au métier que tu n'es pas là pour les remplacer. Moi, j'ai déjà vu des gens qui me disent, mais en fait, vous voulez faire mon métier, tu vois. Non, en fait, pas du tout. Moi, je prends à chaque fois l'exemple du juge, tu vois, d'un avocat. À la place de lire tous les dossiers, on va lui condenser l'information, et au final, on va lui permettre de tirer de la valeur ajoutée là où il apporte vraiment de la valeur ajoutée en tant qu'humain. Tu vois, et ben c'est exactement la même chose. On ne vient pas vous remplacer, on vient vous aider. Tu vois. Bon, alors dans certaines tâches, je vais pas faire la langue de bois. Dans certaines tâches, oui, on va venir remplacer des gens, et c'est normal dans certains besoins. Tu vois. Mais sinon, comme Amazon dans leur entrepôt, etc. Tu vois. Mais bref. Mais sinon, en fait, tu es obligé de pouvoir parler au métier, d'avoir cet effort de vulgarisation. Et franchement, c'est fatigant parfois parce que tu répètes tout le temps les mêmes choses pour venir vulgariser la donnée, etc., etc. Mais une fois que c'est fait, c'est fait. Tu sais que la personne, durant toute sa vie, elle va comprendre ce que c'est. Et ça, c'est hyper fatigant. On ne se rend pas compte, mais en fait, tu es obligé de bien cibler, tu vois, la personne en face. Et moi, je suis content d'avoir fait du conseil, tu vois, avant de travailler dans le grand groupe dans lequel je travaille, parce qu'en fait, du coup, tu as cette fibre pour bien comprendre ce qu'il faut dire, et tu as la DSI, le deuxième penchant, où ils vont devoir te dire, mais ouais, mais est-ce que vous faites des tests unitaires en utilisant quelle bibliothèque, etc., etc. Et eux, ils n'en ont rien à faire de la valeur métier, et là, tu dois leur démontrer que tu es crédible. Tu vois, et ça, la plupart du temps, ils ne croient pas, parce qu'ils arrivent, eux, dans une DSI de grand groupe, et ben en fait, ils pensent que c'est les seuls qui codent. Tu vois, globalement, si je résume, c'est les seuls qui codent, tu vois, donc là, c'est dans toutes les entreprises dans lesquelles j'ai vu. Et donc, tu dois leur dire, bah non, je sais faire des trucs aussi quand même. Et une fois parti de là, une fois qu'il y a ce climat de confiance qui est installé, bah, on va travailler ensemble. Et quand tout cet orchestre est bien, eh ben, je pense qu'on arrive à délivrer du produit. Mais c'est hyper compliqué d'avoir cet orchestre bien en harmonie, pour être honnête. Ouais, carrément, je te comprends. Et toi, Christophe, du coup, ton startup... Moi, c'est ça, je vais dire, j'ai un peu une vision un petit peu différente parce que le terme, la DSI, moi, c'est un terme que j'ai très peu entendu dans ma carrière. Parce que tu as évolué dans des startups tech.
dans des trucs un peu plus tech et et surtout plus petits, parce qu'en fait, DSI, c'est quand tu commences à structurer, que tu as un groupe de quelques milliers d'employés, et du coup, pour ça, on appelle ça la DSI. Mais dans les faits, il faut quand même, quand tu es un data engineer, et je pense encore plus quand tu es un data engineer, tu travailles sur des sujets un peu plus infra, que tu crées une plateforme de données, il faut que tu aies aussi l'approbation du CTO ou de la personne qui dirige la partie tech. Parce qu'en fait, tu rajoutes une nouvelle brique dans la partie tech, tu vas stocker de la donnée à un endroit que tu vas déplacer depuis les bases de production. Et donc, il faut quand même que tu aies l'aval du CTO, et donc il faut quand même que tu te justifies auprès de la tech et auprès des personnes qui décident côté tech. En revanche, moi, ma vision par rapport aux interactions avec les métiers, je pense, quand tu es data engineer, il y a deux manières de voir ça. Il y a soit tu es en direct avec les métiers, certains métiers, notamment les ops, qui vont avoir besoin d'outils hyper spécifiques au quotidien pour travailler, ou le marketing sur la partie tracking qui est forte en volumétrie, il va falloir les aider sur quelques cas d'usage spécifiques avec des skills data engineer, parce qu'en fait, le tracking, ça génère des millions de clics, et du coup, on ne peut pas résoudre ce problème facilement avec du dev, donc on va faire du data engineering. Pour les autres problématiques, je pense que le data engineer est plus en bout de chaîne, dans le sens où c'est le data analyst, le BI engineer, c'est la personne qui travaille au quotidien avec les métiers, qui va faire la redescente de besoins. Ça peut aussi être le data scientist, parce qu'en fait, le data scientist va aussi être dans sa partie prédiction en contact avec le métier, et c'est lui qui va, pour toi, en tant que data engineer, faire un peu l'expression de besoin, la rationalisation, et comprendre quel est vraiment le besoin du métier. Parce qu'en fait, c'est son projet, c'est un projet de data science ou c'est un projet plutôt analyse. Et donc, en fait, le data engineer est plutôt là en support de ces métiers-là. Et donc, il n'est pas forcément en direct sur ces use cases-là. Ouais, totalement. Voilà. Totalement. Et il vaut mieux généralement dans une boîte que les data scientists et les data engineers soient copains. En tout cas, moi, de ce que je vois. Parce que, en vrai, moi, je m'entends super bien avec tous nos data ingénieurs, tu vois, avec tous les data ingénieurs avec lesquels j'ai travaillé. Et je les considère comme mes héros constamment, tu vois. Parce que c'est eux qui vont m'envoyer de la donnée propre où je vais pas avoir des vieilles erreurs dans le coding et qui vont vérifier des lignes, etc. Et vraiment un taf incroyable, tu vois. Mais ça, c'est hyper important à dire, tu vois. Et après, ça, de manière forcément, pragmatique, quand tu apprends, tu vois, dans un projet où on te donne une base de données, tu vois pas ça, tu vois. et après aussi, de manière pragmatique, il y a toujours moins de data engineers que de data scientists. Et donc, tu n'as pas envie de mettre les data engineers dans des meetings où ils vont perdre du temps avec le métier qui aura du mal à spécifier ses besoins. Donc, tu préfères un peu attendre et les mettre un peu en ligne arrière et attendre que vraiment tout soit rationalisé et prêt pour que tu les fasses intervenir. À fond. Voilà. C'est souvent la ressource la plus manquante dans une équipe data, c'est le data engineer. Merci beaucoup, Anis et Christophe. Alors, soit vous avez un autre sujet, vous voulez évoquer avec nous, comme ça. Sinon, on peut passer à la partie questions, si ça vous va. Est-ce qu'il y a un sujet que tu as envie d'aborder, Christophe, là, qu'on n'a pas parcouru? On n'a pas forcément parlé de l'interaction entre data scientist et data engineer, à part juste là à la fin où Anis disait que c'est hyper important que ça marche, la relation. Je n'ai pas forcément quelque chose à dire spécifiquement, mais en effet, je suis complètement d'accord. Il faut que les data scientists et les data engineers soient sur la même longueur d'onde. Il faut réussir à créer une osmose entre les deux. Parce qu'en fait, il y a un gros problème dans les métiers data scientist. On va dire data scientist et data engineer, même si data scientist, ça peut être d'autres métiers, comme on disait juste avant. C'est que les échelles temporelles entre ces deux métiers-là sont complètement différentes. Un data scientist, quand il fait sa modélisation, il est à l'ordre de la semaine. Son projet est assez rapide, son projet de recherche. Un data engineer, quand il met en place une architecture, c'est pas de l'ordre de la semaine parce qu'en fait, c'est des projets qui sont un peu plus gros. Et en fait, ça va être de l'ordre du mois, de l'ordre de quelques mois. Et en fait, souvent, il y a des problèmes de compréhension entre ces deux métiers-là parce que le data scientist, il a besoin de quelque chose dans sa modélisation qui va durer une semaine que le data engineer ne peut pas lui donner dans cette time frame de une semaine. Parce qu'en fait, les technos qu'il utilise, la mise en place de tout ça, c'est de l'ordre du mois et pas de la semaine. Et du coup, souvent, il y a des blocages. Et du coup, le data engineer va dire non, ou va dire je ne peux pas faire.
Et le data scientist, du coup, va se renfermer et partir travailler dans son coin, et il va essayer de faire les choses dans son coin, alors qu'il aurait pu se faire aider par le data engineer s'il y avait eu une meilleure communication. Ouais, la plupart du temps, effectivement, c'est un travail asynchrone qu'on a. Moi, typiquement, si je devais résumer un peu une relation que j'ai avec un data ingénieur classique sur un projet, je vais aller avec, par exemple, notre product owner, etc., voir le métier, essayer de récupérer le besoin, tu vois, essayer de savoir un peu les colonnes qu'il nous faudrait, tu vois, dans notre jeu de données, je vais dire ça comme ça. Après, moi, je fais un meeting avec notre data ingé, je regarde, parce que lui, il connaît l'architecture de données, tu vois, il sait les colonnes qui sont disponibles, il sait où elles sont, dans quelle base de données. Je lui dis, OK, moi, il me faudrait, par exemple, l'âge des gens, leur code postal, etc. Il me faudrait une base de données à peu près comme ça. Donc là, on fait un peu un atelier de data structuring, c'est-à-dire qu'on prend une feuille, un stylo, et on se dit, OK, il me faut cette donnée, il me faut cette temporalité sur 2 ans, etc., etc. Lui va dire, ah, OK, donc celle-là, elle est dans cette table, celle-là, elle est dans cette table, celle-là, elle est dans cette table, il faut que je fasse mes jointures, etc. Je pense que le jeu de données, je peux te le donner effectivement dans 2 semaines, on va dire. Tu vois. Et après, en fait, moi, pendant 2 semaines, il faut que j'ai prévu suffisamment de temps cette expression de besoin à l'avance que j'ai formulée avec l'expression de besoin du métier pour pouvoir aller faire autre chose si je suis sur un autre projet, etc. Et après, une fois que lui, il a un échantillon de données à me présenter, etc., et ben, OK, il m'envoie son jeu de données. Moi, dès que je vais avoir des problèmes, soit je travaille avec la data analyst, le data analyst, et on essaye de regarder un peu, par exemple, des valeurs manquantes, des trucs aberrants. Et là, à ce moment-là, on va voir le data ingé et on fait, mais attends, pourquoi il y a des gens qui sont nés en 2050, tu vois, true case, hein, c'est vraiment arrivé. Hein. Pourquoi il y a des gens qui sont nés en 2050, tu vois, et après, à partir de là, on va revoir avec le métier d'où ça peut venir ou avec la DSI, etc. Et en fait, on travaille comme ça de manière asynchrone, mais si effectivement un travaille sur un projet et l'autre. En fait, si jamais il n'y a pas une bonne orchestration des tâches au niveau global du management, tu vois, des personnes, et ben en fait, ça risque de bloquer. Il va y avoir des gens qui vont se demander, typiquement, on va demander à un data ingénieur de produire 3 datasets en 2 semaines, et il faut 2 semaines de travail sur chaque dataset, tu vois. Et on va lui dire, non, mais c'est les mêmes colonnes. Tu vois, wow. Alors ça c'est le pire du pire, tu vois. Moi j'ai déjà entendu ça en réunion et c'est le pire du pire. Mais donc voilà, en fait ce métier asynchrone et en fait ce métier où on compte tous sur les autres et on est tous chez maillage d'une chaîne, tu vois, on le voit de plus en plus dans les entreprises et je pense qu'il fait très plaisir par rapport à 2014 où on croyait que le data scientist faisait tout et ça c'est plutôt cool. Moi en tout cas je travaille comme ça avec nos data ingénieurs. Ouais, cette notion d'échelle de temps est hyper importante. Et si on va même plus loin, le data analyst, lui, son échelle de temps, c'est la journée. Parce qu'en fait, souvent, sa réponse, ça va être une requête SQL où il va répondre à une question du métier. Et ça, c'est de l'ordre de la journée, en fait, pour y répondre parce que c'est quelque chose de rapide pour répondre à la question. Et du coup, chaque métier de la data est sur des échelles de temps totalement différentes. Et il faut réussir à mettre un vocabulaire commun entre tous ces métiers pour qu'ils arrivent à se synchroniser sur l'échelle de temps. Ouais. Bon après, on pourrait parler, mais ça, on aurait encore une autre heure sur le travail qu'il y a avec les DevOps et comment est-ce qu'on industrialise tout ce qu'on fait en travaillant avec les DevOps, data ingénieurs et data scientists. Mais ça, c'est aussi le truc à prendre en compte et à avoir en tête, toute cette histoire justement où moi, je vois de plus en plus de data scientists qui vont vers du machine learning ingénieur. Comment est-ce qu'on industrialise, maintient des modèles, etc. dans un cycle de vie. Et ça, c'est hyper important de considérer un peu un projet data. Comme un projet, en fait, on revient à du software engineering. Tu vois, moi, quand j'ai commencé à travailler, j'ai fait du software engineering, tu vois. Et en fait, ce que j'ai commencé à faire, je retrouve qu'on commence à refaire exactement les mêmes choses sur les projets data qui, au final, Christophe a entièrement raison, sont des projets tech. Il ne faut pas l'oublier. Oui. Enfin, on prend de la donnée dans une base et on la transforme. Exactement. Ouais. Comme j'avais dit au début, par rapport à ce que disait Anis sur le déploiement, sur le ML engineering, pour ceux qui sont curieux, ils peuvent aller voir du coup le talk Data Science dans les grands groupes où on explique ça un peu plus en détail. Et puis si vous avez des demandes, n'hésitez pas à nous en faire part. Et puis même nous, on peut se reparler et vous faire un petit talk là-dessus, hein, un peu plus avec notre vision sur surtout que ce soit le métier de ML Engineer ou même vraiment toute l'approche MLOps, etc. Qui est tout voilà, comme dit Anis, il nous faudra encore 1 à 2 heures là-dessus encore pour. Merci Fatih. Christophe, je vois ça. On présente. Non. Est-ce que vous avez d'autres sujets? On passe aux questions. Je vois qu'il y a pas mal de questions. Passer aux questions. Rapidement. Passons aux questions. Les questions, j'en ai vu une et je pense que c'est un sujet sur lequel on a discuté tout à l'heure quand tu es entre nous. C'est sur le métier de data analyst. En gros, je pense que c'est un métier qui c'est assez opaque. Qu'est-ce qu'un data analyst? Quelle est la différence entre un data scientist et un data analyst? Nous, on parle pas mal sur ce sujet-là. J'aimerais avoir votre vision là-dessus. Il y a pas quelques questions sur le data analyst.
Alors, moi, déjà, je vais prendre des pincettes et je prends à chaque fois des pincettes quand je parle de définition en intelligence artificielle, parce que globalement, il y a pas vraiment de définition, hein. Pour être honnête, ce que dit Cédric Villani, par exemple, sur l'intelligence artificielle, tout le monde galère à donner des définitions parce qu'il n'y en a pas. Tu vois, Yann Lequin dit pareil, etc., etc. Et en fait, les métiers, et c'est ce que tu disais, Christophe, tout à l'heure en off, et je suis totalement d'accord, c'est que tu as autant de définitions que tu as de boîtes, tu vois, en fait, finalement. Tu as autant de définitions que tu as de taille d'entreprise, que tu as de schémas d'équipe, etc. Alors pour moi, un data analyst, c'est exactement ce que je disais en introduction. Peut-être que c'est faux, hein. Peut-être qu'il y a des data analysts qui vont dire non, je fais pas, c'est pas mon métier, etc. Mais pour moi, en tout cas, c'est quelqu'un qui va pas besoin avoir de faire du machine learning, tu vois, pour tirer de l'information de la donnée. Tu vois, c'est quelqu'un qui est capable de faire un dashboard, de comprendre de quoi un métier a besoin comme indicateur pour suivre une activité, comment est-ce qu'il va cruncher, agréger de la donnée pour tirer de l'information de la donnée, tu vois. Et en fait, typiquement, pour moi, un data analyst, ça va un peu analyser le passé au présent, tu vois, le nombre de ventes qu'on a fait hier, tu vois, et un data scientist, ça va plus essayer de deviner le nombre de ventes qu'on va faire demain. Tu vois, donc, c'est pas la même temporalité, mais ce qui est important, et c'est pour ça qu'il y a souvent du recoupage, c'est qu'un data scientist, pour prédire le futur, il est obligé de comprendre le présent, et un data analyst, pour prédire le présent, il est obligé de comprendre le passé. Donc, ça, c'est un peu pour ça qu'il y a beaucoup de recoupements, et c'est aussi un peu pour ça que je vois beaucoup, beaucoup de personnes qui me disent, oui, est-ce que data analyst, c'est un data scientist junior? Tu vois, alors que non, pas du tout, et moi, je leur dis, non, moi, je peux pas être data analyst, par exemple. En revanche, je suis complètement d'accord et je partage la définition ou la réponse. En revanche, un data analyst, de sa compréhension, peut ensuite évoluer sur un métier de prédiction et de data science parce que c'est une évolution de compétences en fait. Parce qu'un data analyst sait parler avec les métiers, comprend les données et après il suffit de rajouter un peu la compétence modélisation dans son escarcelle pour pouvoir ensuite passer dans une équipe de data science ou de prédiction, enfin peu importe le terme, mais un data analyst peut évoluer sur un métier de data science. Et dans l'autre sens, ça peut être fait aussi, hein, mais c'est pas le chemin classique, on va dire. Ok. On va prendre une question, la question peut-être qui a eu le plus de votes. Donc là, je vois 4. C'est Donc une six. question de Yassine, ok. Une question de Michael. Auriez-vous une fourchette de salaire junior, senior pour les data scientists et data ingénieurs? La fameuse question de la fourchette des salaires. J'avoue que c'est pas un truc que je suis au quotidien. Moi, personnellement, hein, ça va être un peu utopique ma réponse. Je pense que le salaire est le salaire que tu es prêt à accepter pour vivre. Enfin, que toi, tu es prêt à accepter avec lequel tu es satisfait. Donc après, il y a Je reviens dans 10 secondes. Ok. J'ai un colis Amazon. Après, il y a des minimums. Je pense que quand tu sors d'une école d'ingénieur en informatique, donc pour être data scientist, développeur, data engineer, j'aurais tendance à dire que le minimum, c'est du 35K, si je ne me trompe pas, ou 40, quelque chose comme ça. Et après, ça dépend de la région, ça dépend de l'entreprise, ça dépend de... En fait, le problème, c'est que ça dépend de plein de paramètres. Et après, quand tu es senior, ça peut s'envoler à des chiffres bien plus élevés, mais je pense qu'il y a des sites qui répondront bien mieux que moi à cette question-là. Carrément, même enfin, moi, je suis toujours un peu embarrassé quand je dois répondre à cette question parce que ça dépend de tellement de facteurs. Ça dépend du contexte, ça dépend de l'entreprise, ça dépend de ce que la personne a fait avant, ça Ouais. dépend de plein de choses. Donc, je peux très bien, ouais, une fourchette entre 35 et 45 ou même plus. Mais ça voudrait Et, dire quoi, ouais. du coup? Est-ce que je donne une information quand je dis ça? Et C'est. je pense que moi, mon conseil, c'est quand on sort d'école et qu'on ne sait pas quoi dire, quand on nous demande à l'entretien combien on veut, je pense que là, faut se poser la question personnellement de quoi on a besoin pour vivre, qu'est-ce qui nous satisferait. Ça fait une première base. Ça se trouve, on sera moins payé que les gens quand on arrive, ça se trouve, on sera un peu plus payé, enfin peu importe, on sera moins payé que ses collègues de promo. Est-ce que c'est grave? Moi, je pose la question, est-ce que c'est grave d'être payé 2000 euros de moins à l'année que son collègue de promo? Je ne sais pas. Est-ce que si ça nous permet de vivre, je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, un data scientist, un data engineer, il sera facilement à une fois et demie, deux fois le SMIC, même plus, hein. Je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être utopique de dire ça, mais je pense qu'avec ça, on peut vivre facilement. Et donc après, la carrière fait évoluer, hein, et on évolue dans notre carrière, on apprend de nouvelles choses, et donc notre salaire va forcément évoluer. Mais le salaire de départ, c'est un peu
au doigt mouillé et un pari. Et de toute façon, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, ton salaire va changer, tu vas changer d'entreprise et tu comprendras mieux ce que tu veux. Exactement. Moi, c'est toujours le conseil que je donne aux juniors, en tout cas. C'est quand on commence, le salaire, c'est clairement pas important, parce que ce qui compte, c'est ton évolution derrière. Ouais, Ok, voilà, bien. je suis d'accord. Parce que, ok, au début, tu vas être aux alentours, au meilleur des cas, à 5K près entre deux jobs. Mais 5K dans 2, 3, 4, 5 ans, tu peux les rattraper, les surpasser largement, sans problème. C'était dans une logique de croissance. Quand on dit croissance, ce n'est pas uniquement une croissance de chiffres et de salaire, c'est une croissance de ta carrière, en fait, de tes compétences, de l'entreprise dans laquelle tu vas, sur quel projet elle va te mettre, sur plein de sujets. Et au début, le salaire, je ne trouve pas que ça vaut le coup, tu vois, aller choisir ça ou ça pour 100, 100 200 balles par mois, même si des fois, ça peut être important pour certaines personnes. Mais quand ça n'est pas, comme disait Christophe, quand ce n'est pas indispensable à votre vie, il vaut mieux penser à autre chose dans un premier temps. Ouais, par exemple, là, le commentaire, c'est après, moi j'ai 2 enfants, du coup ça reste un critère. Bah, je suis d'accord, ça reste un critère, mais du coup, ça veut dire que dans ta grille de base, tu évalues combien tu as besoin pour réussir à vivre avec tes enfants et tu as ton chiffre de minimum et après, c'est ça qui permet de négocier. Bon, on peut passer peut-être à une autre question. Si on trie là, la première question, c'était « Bonjour, pouvez-vous donner des conseils pour les jeunes diplômes en data science à la recherche d'emploi, surtout qu'actuellement, la majorité des offres exigent de l'expérience ?» Ouais, alors super bonne question. Moi, je donne toujours les mêmes conseils. Faites-vous un portfolio, d'accord? Donc un site GitHub, ce que vous voulez. Mettez tous vos projets que vous faites sur GitHub, d'accord? Bon, modulo les projets type reconnaissance de caractère, savoir si on porte un masque, Titanic, etc. Tout ça, enfin ça va, quand on les a vus et revus, on n'a plus besoin de tout ça. Mettez des projets que vous faites, montrez du code que vous produisez. Moi, je dis à chaque fois, sur votre CV, mettez votre référence Kaggle, mettez votre référence GitHub, etc. Alors oui, on va pas recruter du code. On va recruter des gens et on va pas recruter des CV. Mais en fait, c'est important de connaître, votre manière d'approcher des problèmes. Et en fait, quand quelqu'un vous recrute en data science, il est censé pouvoir lire du code. Et moi, je préfère lire votre code, savoir comment vous avez codé, surtout avec les problématiques dont on a parlé, où la data science, ça va de plus en plus vers du software engineering, savoir si vous codez pas hyper sale, etc. C'est hyper important. Et apprenez à vous vendre. Quand je dis apprenez à vous vendre, c'est-à-dire quand vous faites un projet cool, quand vous mettez pas juste du code, faites un article Medium, faites-en une vidéo, faites quelque chose. Sortez un peu du lot des CV projet Titanic, quoi. Et en fait, en faisant ça, vous allez voir que vous allez avoir des gens qui vont s'intéresser à votre travail et qui vont venir vers vous de manière tout à fait naturelle. Et ça, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Apprenez à vous vendre sur la data science. Pouvez-vous nous dire... Juste rapidement, Christophe, pour juste rebondir sur ce qu'a dit Anis, apprenez à vous vendre, c'est sûr, mais du coup, pour apprendre à se vendre, il faut vraiment comprendre quelles sont les attentes de l'autre côté. Quelles sont les compétences qu'on demande, quels sont les projets qu'on demande, quels sont les skills, les profils un peu et les insights qu'on demande côté entreprise. Et ça, malheureusement, aujourd'hui, justement, ce que disait Anis, il y a beaucoup de personnes ou de formations où on pense que parce que voilà, on a fait 2-3 projets sur Kaggle ou ce qu'on a fait des petits projets comme ça, c'est bon, ça suffit, qu'on est data scientist. Comment comprendre que ça va au-delà de ça, et c'est une des raisons pour laquelle nous, on fait tous ces talks, c'est pour qu'on puisse vraiment faire comprendre aux gens que c'est pas uniquement une question de Python et de machine learning et ça qui est clair. C'est vraiment au-delà de ça. Il faut comprendre que l'entreprise, comment elle fonctionne, les data scientists qui ont de l'expérience, comment ils travaillent, avec qui ils interagissent et quelles sont les attentes de l'entreprise. Ça, c'est vraiment important d'aller vous renseigner un peu partout sur quelles sont les attentes de l'entreprise. Ouais. Et souvent, là, par rapport à la question, la majorité des offres exigent de l'expérience. De toute façon, ça, c'est pas que en data science. Ça, tu prends n'importe quelle fiche de poste, l'expérience demandée est toujours au-dessus de l'expérience du profil qui va être recruté finalement. Ça, c'est le marché du recrutement qui est comme ça. Il faut juste être capable de se survendre. Il faut être capable de montrer le meilleur de soi-même quand on passe l'entretien. Parfois, il faut être honnête et dire qu'on n'a pas l'expérience, mais qu'on est hyper motivé. Et il y a plein de choses qui compensent. Ça, c'est... Exactement. Mais voilà. Ouais. Tu vois, moi, un des trucs, ce que je disais, il y a plein de gens qui me disent ouais, ça requiert de l'expérience, mais personne ne me donne la chance parce qu'il n'y a pas d'embauche. Tu vois. Moi, je leur dis, faites vos propres expériences, quoi. Faites vos projets, prenez un contrat de freelancing, devenez freelance. Enfin, aujourd'hui, on a le luxe, avec juste un ordinateur, de pouvoir refaire le monde. Tu vois, tout le monde peut faire des projets qui peuvent changer le monde en une journée en codant un truc. Bon, t'exagères un peu, mais ouais. Non,
mais quand je dis ça, dis ça à Zuckerberg ou au mec qui a fait Snapchat. Je crois qu'il a fait un projet étudiant pendant une après-midi, tu vois. Mais le truc, c'est que ce que je veux dire par là, plus sérieusement, c'est votre expérience, vous pouvez la forger vous-même, tu vois. Alors oui, il faut comprendre un petit besoin métier, mais en vrai, il y a tellement de problématiques. Enfin, n'hésitez pas, quoi. Ouais. Moi, ce que je dis, moi, je vais même aller plus loin qu'Anis. Moi, ce que je dis, lui, il dit, cherche des contrats de freelancing. Si vous pensez que vous êtes un manque d'expérience et que vous avez un peu de temps, proposez même vos services gratuitement à des petites startups, à des petits projets. Ça, voilà, vous allez bosser peut-être gratuitement pendant 1, 2, 3 mois, peut-être à part-time. Mais le ROI derrière, il peut être assez conséquent. Ça vous fait une première vraie expérience. Ça peut être très intéressant. Nous, on a des personnes qui sont passées par nos formations, à qui on a conseillé de faire ça. Et après, ils ont cartonné direct. Ils ont trouvé un job direct après. Au bout de quelques semaines ou quelques mois, ils ont trouvé directement un job en data science. Bon, Donc, je partage pas le commentaire de Tayeb parce que je pense que tout travail mérite salaire et qu'en France on protège le travail et qu'on doit être payé pour ce qu'on fait. Mais c'est une astuce. moi, je pense toujours ROI, dans le sens où, Ouais, je sais, mais je est-ce pense que c'est pas. quand on est, par exemple, quand on est à l'école, quelque part, on travaille, on apprend, tu vois, gratuitement. Personne ne nous paye pour aller à Pas l'école. gratuitement. L'école est gratuite en France et payée par l'État. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est en phase d'apprentissage et que personne ne Oui. nous paye pour ça. Voilà. Et moi, je le vois un peu dans ce sens-là, dans le sens où si on passe quelques temps à travailler pour une entreprise, tu vois, qui de plus Ouais. est une start-up ou même eux-mêmes, ils sont dans une logique un peu d'apprentissage et de mise sur le marché, ça peut être vraiment qu'il y ait une relation win-win et le ROI derrière, il peut être intéressant. Ouais, je sais pas. Moi, je partage pas ce conseil. Bah. Mais Attendez, moi aussi, je vais rentrer dans le débat. T'as entendu ce qu'on disait ou pas sur... Désolé, il y avait mon livreur Amazon qui s'est perdu, du coup, j'ai dû lui répondre. T'as dit quoi? Non, on disait, moi, je conseillais vraiment pour les personnes qui peut-être manquent d'expérience, limite proposer leur service à des startups gratuitement pendant un certain temps, en part-time. Et ça va les forger, ça va faire leur apprentissage. Et derrière, ils peuvent du coup décrocher un job de data scientist, de data job derrière. Et ça peut être vraiment une relation win-win où voilà, il y a une expérience qui est acquise dans une vraie entreprise. Et de l'autre côté, derrière, on peut se vendre et t'offrir son CV. Nous, on a conseillé ça à quelques personnes qui étaient chez nous et ça a bien fonctionné. Ouais, bah, je pense que, en fait, je comprends vos deux avis. C'est-à-dire qu'effectivement, toi, Taïeb, tu dis effectivement c'est une bonne porte d'entrée pour prendre de l'expérience. En fait, je comprends aussi l'avis de Christophe. Moi, j'ai beaucoup de mal aussi avec le travail bridé, tu vois, le travail brodé, le travail mis gratuitement, en fait, parce que je considère que personne devrait travailler gratuitement, parce que sinon c'est de l'esclavagisme. Enfin, si t'en arrives à devoir faire ça, tu vois, pour trouver un poste, ou même si des entreprises acceptent que tu fasses ça pour eux, enfin, tu vois. Mais après, je comprends en fait ta logique de bah, si tu leur proposes gratuitement, oui, mais en fait, j'ai envie de te dire ça existe déjà, ça s'appelle des projets open source, tu vois. Et là, il y a Elise qui dit dans le chat, il y a des projets comme Data for Good qui permettent d'avoir de l'expérience. Et ça, c'est des projets caritatifs, donc ça, c'est du bénévolat, donc ça, c'est normal. En revanche, travailler pour une entreprise qui est dans un système capitaliste, je comprends pas pourquoi elle ne te paierait pas pour travailler. Mais bon, après, ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Data for Good, par exemple, il y a des institutions publiques qui sont, pour lesquelles les data scientists travaillent. Du coup, est-ce qu'on n'est pas en train de doublement payer aussi l'État là-dessus? Nous, moi, je déjà regardé les projets. C'est toujours une question voilà, on va dire, de point de vue là-dessus. Mais, en tout cas, ceux qui sont. Après, évidemment, ceux qui ne sont pas d'accord avec ça, ceux qui ne souhaitent pas le faire, évidemment, c'est. Ah oui, après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Ouais, voilà, ceux qui estiment que voilà, tout travail mérite forcément un salaire et que ça, c'est leur propre droit et je comprends aussi. Après, il y en a qui sont plus dans une démarche où, moi, de toute façon, je vais apprendre, ça va pas m'occuper tout le temps. Je peux le faire, parce qu'il y en a qui ne peuvent pas le faire, parce qu'ils ont une réalité aussi financière derrière. Si je peux le faire, pourquoi pas? Après, c'est chacun. moi, je te dis, fais des projets open source. Moi, j'essaye de contribuer au maximum quand j'ai du temps libre open source, tu vois. Genre, faites des projets open source. En vrai, c'est hyper motivant de faire des projets open source, c'est ouf. Et le truc, c'est que tout le monde peut contribuer, par exemple, à un projet de Google, tu vois. Moi, actuellement, je travaille sur une librairie TensorFlow, tu vois. Enfin, c'est ouf. Et tu te dis, ce que tu fais, ta petite ligne de code, elle va être utilisée par tout le monde. Et pour le coup, je préfère faire ça que de dire, j'ai travaillé un mois gratuitement pour une banque, tu vois. Toujours la manière de le vendre, ça, dire ouais, gratuitement, dis non, j'ai mis en place tel projet pour pas une banque, ils ont les moyens, mais moi je pensais plus aux startups, à des petites startups qui commencent, qui aimeraient voilà, explorer cette partie de la science, ça peut être win-win. Ouais. Ok. Peut-être qu'on peut passer sur une autre question où je ne sais pas trop quand est-ce qu'on arrête, mais la question la plus votée après, c'était
pouvez-vous nous dire les outils ou les compétences les plus demandées pour faire du data engineering? Et la question d'après, c'était pour faire du data engineering, plutôt Scala, Python ou Java. Bon, On a les débats, nous. Scala ou Python. Ouais, en fait, pour moi, si on regarde plutôt le marché et les personnes qui sont sur le marché, les ressources humaines sur le marché, le Python est quand même la compétence la plus présente. Et l'avantage de Python, c'est que beaucoup de data scientists font du Python. Parce que beaucoup, soit viennent du domaine de la recherche et donc ont appris à faire du R, et passer de R à Python, c'est quand même plutôt facile, enfin facile entre guillemets. Il y a des passerelles qui sont assez simples entre les deux. Et donc, en fait, je pense que globalement, s'il faut apprendre un nouveau langage, s'il faut partir sur quelque chose quand on part de rien, et je pense qu'il faut partir sur du Python. Après, il y a des entreprises qui ont fait le choix de passer sur du Scala ou du Java parce que beaucoup de technos sont sur de la JVM, donc la Java Virtual Machine, et donc c'est important de connaître aussi et d'avoir des bases en Java parce que pour certaines entreprises, il faudra coder en Java pour faire du data engineering. Moi, personnellement, depuis le début de ma carrière, j'ai quasiment fait que du Python. Sur toutes les plateformes sur lesquelles j'ai bossé. J'ai fait un peu de Java pour certains projets, mais des projets spécifiques dans des gros projets Python, quoi. Donc voilà. Et après, en termes de compétences, je pense qu'il y a quelque chose qui est souvent demandé de manière cachée dans le data engineering, c'est des compétences d'infrastructure / DevOps. Parce qu'en fait, souvent, le data engineer, dans les équipes, il va être seul ou ça va être une équipe de 2-3 personnes. Et il va avoir besoin de mettre en place des infrastructures. Et donc, il va avoir besoin d'avoir des compétences un peu DevOps et de mettre en place des serveurs, de configurer des serveurs, de les faire dans les règles de l'art, d'utiliser des techno cloud. Et donc, voilà, c'est pour ça que quand on regarde AWS ou Google ou GCP, donc Google Platform, ils ont des certifications de data engineer qui expliquent comment on déploie les choses correctement dans les plateformes cloud, quoi. Donc voilà, aujourd'hui, le data engineering a quand même évolué. Avant, on faisait des clusters on-premise, donc c'était une techno Hadoop qu'on demandait, être capable de maintenir un cluster Hadoop. Aujourd'hui, c'est plus être capable de faire ça sur une plateforme cloud avec un data warehouse en termes de stockage avec Snowflake, BigQuery, Redshift et ces technos-là pour le stockage de la donnée. Ça a beaucoup évolué. Après, ça dépendra de l'entreprise. Il y a des entreprises qui sont vieux jeux, qui n'ont pas migré et donc qui vont être sur un cluster Hadoop et donc il faudra faire du Hadoop. Il y a des entreprises qui ne le seront plus et qui seront full cloud et donc du SQL souvent répondra vite aux problèmes de transformation, quoi. Ouais, et ce qui est marrant, c'est que les skills, entre guillemets, que tu demandes un peu en plus, c'est le même type de skills qu'on demande aux data scientists. Tu vois, typiquement, moi, aujourd'hui, j'utilise du TensorFlow pour ce qu'on appelle serving du modèle, tu vois, mettre des modèles en type serveur, tu vois. Ouais. Et en fait, ça, c'est de l'image Docker, tu vois, c'est du Kubernetes, c'est un truc comme ça. Donc, il faut réussir à dockeriser ton modèle, etc. Donc, en fait, c'est les mêmes types à peu près de problématiques aussi qu'on a en data science. Clairement, ouais. En fait, il faut avoir une compétence DevOps, quoi. Enfin, DataOps. Ah oui, parce que globalement, c'est vers où on va, c'est vers mettre des modèles en production. Et Ouais. pour mettre des modèles en production, on revient aux fondamentaux de l'informatique. Et juste question générale, je pense sur la partie langage, entre plutôt Scala, Python, Java, Julia, enfin peu importe. Je pense qu'il faut coder dans le langage qu'on préfère. Donc, il n'y a pas de réponse parfaite à ça. Chaque entreprise choisit son langage. Si une entreprise a un langage qui te convient pas, n'y va pas. Enfin, je pense que surtout quand tu es junior. Après, quand tu es senior, je pense que quand tu sais coder dans un langage, tu peux coder dans n'importe quel langage. Mais quand tu es junior et que tu connais un truc et que tu te sens pas à l'aise, choisis un environnement qui te convient le plus, quoi. Je pense. Je vais prendre une dernière question de Nazim. C'est une question que je trouve intéressante parce que nous, c'est une réalité chez nous. C'est bonjour, est-ce qu'une personne possédant une formation de data scientist peut faire du data engineering? Sinon, quel genre de formation faut-il suivre? Notre retour d'expérience nous là-dessus, c'est qu'on a de plus en plus de personnes, de data scientists, qui s'inscrivent à nos formations de data engineering. Ça, c'est maintenant, on a quasiment 40% des participants à nos formations de data engineer qui sont des data scientists déjà confirmés. Donc, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, Christophe et Anis. Comment vous voyez soit cette complémentarité de profil, soit ce travail qu'ils peuvent faire ensemble? Moi, je pense qu'il faut éviter de mélanger les métiers, tu vois. Le rêve, je pense, vers où beaucoup de personnes pensent qu'on peut aller, c'est le rêve du full stack data, tu vois.
du data full stack, tu vois. Je pense que ce truc, cette hydre à plusieurs têtes, irritée peut-être du web full stack, tu vois. Ça fait 20 ans qu'on nous vend des web full stack, mais il y a toujours des gens qui ont des préférences sur le métier, tu vois. Donc être agnostique sur la partie de la donnée. Je pense que il faut faire attention à ça, surtout quand on voit, et tu le disais très bien Christophe, les tendances aux US, tu vois, où on va plus vers une hyper spécialisation des jobs plutôt que vers un truc hyper général. Et moi, j'ai déjà vu des gens qui demandent, par exemple, à des data scientists de faire des fronts, de faire des backs, tu vois, de faire des sites internet pour exposer les modèles, de faire du JavaScript, etc. Enfin, wow, tu vois, à un moment donné, sinon on va repartir à ce que beaucoup de personnes pensent, c'est-à-dire quand tu dis que tu développes un peu ou quand les personnes voient que tu fais du code, ils pensent que tu es informaticien, donc tu peux tout faire, tu vois. Je pense qu'on a tous déjà vécu ça quand on code, on a tous des amis qui nous disent tu peux hacker Facebook, tu vois. Alors que c'est pas du tout ton job. Donc je pense que ouais, il faut faire attention à toute cette pluridisciplinarité vers quoi beaucoup de personnes pourraient vouloir aller. Mais je pense que non, je pense que ce qu'il faut qu'il soit dicté, c'est la passion, ce qu'on aime faire, et à un moment donné, on se lève et on est content de ce qu'on fait. Et je pense que c'est le truc le plus important. Je suis d'accord. Ok, bon. Bon, je crois qu'on a terminé. Il est 14h20. Merci beaucoup à Christophe et à Nice. C'était hyper intéressant, hyper dynamique. Je pense que là, les personnes ont appris beaucoup de choses. Merci vraiment beaucoup pour tout. Et puis, j'espère à bientôt. Merci à toi, Taïe, pour l'invitation. Merci beaucoup à Bon, Christophe. Je fais mon autopromotion. N'hésitez pas à follow sur bien sûr. YouTube si jamais ça vous plaît. Et en tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. C'était top. Christophe, j'ai adoré discuter avec toi. Moi Taïeb, aussi. à la prochaine. C'était super. Merci pour l'invitation aussi. Super discussion, Alice. À une prochaine. C'est tout le monde. Salut.